Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du dimanche 23 octobre 2022. Commençons tout de suite à parler d'énergie pour commencer. Le gouvernement continue de prêter main forte à la Jirama dans le cadre de son redressement, a indiqué le CEO de la société lors de la célébration de la Journée mondiale de l'énergie hier. Madagascar sera totalement indépendante sur le plan énergétique dans 5 ans. C'est l'objectif du gouvernement à travers le ministère de l'énergie et de l'hydrocarbure. L'une des stratégies pour y parvenir est l'utilisation des ressources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité. Cela a également été défini dans la feuille de route pour le redressement de la société, toujours selon les explications. Andeniana Martina sur les images de Barnienne de Nilsson. La Jirama ambitionne de transférer 60% de sa production d'électricité vers les énergies renouvelables d'ici 2023. Ce projet est entièrement soutenu par le gouvernement, souligne le CEO de la Jirama, lors de la célébration de la Journée mondiale de l'énergie qui s'est tenue à Thomassen. L'une des stratégies définies dans la feuille de route pour le redressement de cette entreprise publique est de procéder à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables afin que, dans 5 ans, nous soyons totalement indépendants sur le plan énergétique, a indiqué Rivra Daniel. Par ailleurs, le nombre de centrales hydroélectroniques sera triplé dans les 5 prochaines années. À noter que 10 centrales hydroélectriques alimentent la Jirama et produisent un total de 140 MW à l'heure actuelle. Le volume de l'électricité produite à partir du soleil sera multiplié par 10 en 5 ans. La Jirama dispose actuellement d'un total de 25 MW. À travers les centrales solaires d'Ambatulampi, Maevatanan, Antsui et bien d'autres. Il faut souligner que l'électricité pour tous est le doublement de la production de l'électricité et le Vélran numéro 2 visé par le président Ange Razuel. De ce fait, l'État soutient donc l'exécution des projets et la réalisation de tous les objectifs. Dans un tout autre sujet, l'incendie d'Ambouitateli en Kazoubé est totalement maîtrisé. Les militaires qui ont été envoyés ont quitté le lieu hier, tandis que les pompiers et le corps de la protection civile sont encore sur place. Détail avec Sech Ranjanasi. Il a fallu 10 jours pour éteindre l'incendie de forêt à Ambouitateli à Kazoubé. Selon les militaires, il était difficile de contrôler le feu et ils ont dû bosser jour et nuit avec les pompiers pour le maîtriser totalement. Par conséquent, tous les militaires et gendarmes ont commencé à quitter la zone depuis hier. Le contrôle des forêts protégées sera strict afin que de tels incidents ne se reproduisent plus, a indiqué la gendarmerie nationale. Les agents de sécurité ont également exhorté les habitants à informer les responsables en cas de faits suspects et pour d'éventuels renseignements concernant les auteurs de cet incendie. Des volontaires ont prêté main forte aux militaires pour maîtriser cet incendie. Et puis nous suivrons à travers ce reportage de Secrangianas la vie du capitaine Vatsman Nadiana Rwanto. Cet officier est la première femme à occuper un poste de commandement au sein de la gendarmerie nationale, notamment le poste de commandant de la base régionale de Sambave qu'elle occupe depuis environ 2 ans. Depuis son arrivée, l'on peut dire que l'insécurité est maîtrisée, surtout concernant le vol de vanille. Les détails. La capitaine Vatsman Nadiana Rwanto, diplômée de la 36e promotion de l'académie militaire et soldat depuis maintenant 10 ans. Capitaine Diana est l'une des premières femmes officiers à occuper un poste de commandement car elle est maintenant commandant de la gendarmerie régionale ici à Sambave. Elle a toujours voulu devenir soldat et a tout fait pour atteindre son objectif. Le fait d'être un soldat ne l'empêche pas de faire ce que toutes les femmes font. Elle sait concilier sa vie personnelle et sa carrière. Depuis qu'elle est le commandant du groupe régional de Sambave, on peut dire que l'insécurité y est maîtrisée. Elle effectue souvent des tournées d'inspection au sein des 28 communes qui sont à sa charge dans le district de Sambave. Au fil des ans, on a estimé que le nombre des vols de vanille et autres infractions a diminué. Au niveau de la province d'Atsranan, on sent que les femmes gendarmes commencent à avoir leur place, car en dehors du capitaine Diana, de nombreuses femmes gendarmes occupent également des postes élevés au sein de la gendarmerie.
Dans les actualités sociales, le département de l'aménagement du territoire et de la topographie dans la région de Fitvnan s'est lancé le défi de délivrer plus de 1000 titres en 3 mois. Pour ce faire, une journée porte ouverte a été organisée. C'était aussi l'occasion d'écouter les doléances de ceux qui ont des problèmes fonciers. Les détails avec Ratra Manazatouf. Au cours de cette porte ouverte qui s'est tenue à Manakar, toutes les étapes et mesures nécessaires au traitement des cartes foncières à convertir en titres ont été abordées. En effet, la conversion des cartes en titres de propriété a été le sujet qui a intéressé le plus les habitants de Manakar. Selon l'objectif fixé par le département de l'aménagement du territoire et de la topographie dans la région Fitvnan, plus de 1000 titres seront distribués en 3 mois. Cette porte ouverte a également été l'occasion d'enquêter sur les problèmes rencontrés par les populations, en particulier celles des zones rurales concernant la propriété foncière. Et puis des responsables auprès de l'OMS ont octroyé des matériels pour le ministère de la Santé publique jeudi dernier. Il s'agissait notamment d'onduleurs afin de protéger les jeunes experts qui sont des matériels de test distribués dans différents districts. Il y avait aussi des respirateurs, du matériel informatique pour gérer le travail et des équipements de sécurité pour les agents de santé. Ces nouveaux équipements seront répartis dans 50 districts. Ces appareils peuvent être utilisés pour différents tests tels que la tuberculose, le VIH et le Covid-19. Les gens n'ont plus à se rendre dans la capitale pour les districts qui recevront ces équipements, explique le ministre, le professeur Anjiamanatan Zeliarvelu. Et en politique, d'après la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, les provocations contre l'organisation de l'élection présidentielle en 2023 devraient cesser. L'heure est à la stabilité, a-t-elle poursuivi. Elle a également souligné que la refonte de la liste électorale est définie par la loi, donc il ne devrait plus y avoir de débat concernant son exécution par la CENI. Et côté sport, les Baréas de Madagascar ont perdu leurs 2 matchs comptant pour le championnat d'Afrique de beach soccer qui se déroule au Mozambique. Hier, lors du premier match, les Baréas ont perdu contre l'Égypte sur le score de 4-3 à l'issue d'une séance de tir au but. Aujourd'hui, lors de la deuxième journée, les Baréas ont été battus par l'Ouganda sur le score de 6-3. Dans le troisième et dernier match de ce groupe, le Sénégal, champion en titre, affrontera les Baréas demain. Toujours dans ce contexte, la catégorie féminine Maki a été placée dans le groupe A après leur bon résultat lors du tournoi de championnat d'Afrique de rugby à 15 qui s'est tenu en Tunisie cette semaine. Les Maki Ladies 15 étaient auparavant dans le groupe C et a obtenu 2 victoires. La première a été contre le Sénégal avec un score de 34-25 et le second a eu lieu hier lorsque l'équipe a battu la Tunisie sur le score de 25-7. Les Maki Ladies font partie des 4 qualifiés pour le championnat d'Afrique dans le groupe A qui se tiendra en 2024. Et on poursuit avec les actualités internationales. Le président chinois Xi Jinping a été reconduit dimanche à la tête du Politburo, l'instance dirigeante du Parti communiste chinois, pour un 3e mandat, ce qui en fait le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Tse-tung. Pour la première fois depuis 25 ans, le bureau politique, instance de décision du Parti communiste chinois, ne compte aucune femme. France 24. Oui, Xi Jinping s'est présenté devant la presse, suivi des 6 autres membres du nouveau comité permanent du Politburo, et ils sont arrivés par ordre d'importance. Juste derrière Xi Jinping, il y avait Li Qiang, et cette nomination c'est une première parce que Li Qiang c'est le secrétaire du parti à Shanghai, et donc il passe directement de responsabilités locales au sommet de la hiérarchie du gouvernement central. Il est arrivé en 2e position, et traditionnellement ça signifie qu'il devrait devenir Premier ministre. Et ensuite cette nomination, elle
montre aussi que l'idéologie et la discipline du parti priment sur tout le reste, parce que Li Qiang est celui qui a orchestré le confinement total de Shanghai au printemps dernier, 2 mois pendant lesquels l'économie était paralysée, avec des conséquences qui se sentent aujourd'hui, mais c'est sa fidélité à la politique zéro Covid de Xi Jinping qui est récompensée. Ensuite, 2 membres aujourd'hui étaient déjà présents dans l'ancienne mandature. Il s'agit de Wang Huning et de Zhao Leji, qui est le chef de la lutte anticorruption. Là encore, c'est un signal. Et puis 3 nouveaux noms, Tsai Chi, Ding Xuexiang et Li Xi, tous des fidèles de Xi Jinping. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui commence le 3e mandat de Xi Jinping comme secrétaire général du Parti communiste, ce qui devrait lui garantir d'être reconduit comme président au printemps prochain. Et puis que son entourage est composé exclusivement de ses proches lieutenants, ce qui montre que Xi Jinping renforce encore son emprise sur le pouvoir chinois. Et 2 jours après les sanglantes manifestations au Tchad, autorités et opposition se renvoient la responsabilité des violences dans la capitale et certaines villes du pays, qui ont fait une 50aine de morts et plus de 300 blessés selon un dernier bilan des autorités. Reportage. Au lendemain d'une journée de violence, la tension était retombée dans certains quartiers de la capitale. Cependant, les traces de la colère restaient visibles. Jeudi, des manifestations de l'opposition contre la prolongation de la transition et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby ont vite tourné au drame, avec des affrontements violents entre forces de l'ordre et manifestants, et un lourd bilan, une 50aine de morts et plus de 300 blessés selon les autorités tchadiennes. Ils pointent du doigt l'un des leaders de l'opposition. Parce qu'il y a un individu qui s'appelle M. Masra, qui est un assoiffé de pouvoir, qui veut prendre le pouvoir par la rue au lieu de par les urnes. Et il veut surtout rendre le Tchad ingouvernable. Succès Masra, véritable bête noire des autorités tchadiennes. Le chef du parti d'opposition, les Transformateurs, n'a pas pris part au dialogue national qu'il jugeait non transparent. Ce samedi, à Paris, des membres de la diaspora tchadienne ont rendu hommage aux victimes. Présent en rassemblement, le parti Les Transformateurs renvoie la responsabilité des violences vers les autorités de N'Djamena. Succès Masra, mon président, est un assoiffé de justice, d'égalité et de dignité de l'être humain. En aucun cas, Succès Masra peut être la cause, sinon à la base de ces massacres qui ont été perpétrés le 20 au Tchad. Nous sommes dans une situation d'un État terroriste qui essaye de terroriser toute une population en tuant, en massacrant des populations civiles qui manifestaient. L'opposition estime le bilan beaucoup plus élevé que les chiffres officiels, alors que les manifestations du 20 octobre sont parmi les plus meurtrières de l'histoire du pays. Et pour terminer, les autorités russes d'occupation ont renouvelé leur appel aux civils à quitter la ville de Kherson, évoquant une situation militaire tendue face à l'avancée des forces ukrainiennes. Depuis plusieurs jours, des milliers de civils fuient Kherson en traversant le fleuve Dniepr en prévision d'une offensive imminente des forces ukrainiennes pour reprendre la ville. France 24. L'opération est délicate. Allongés sur des civières, ces malades sont transbordés sur un bateau. C'est le seul moyen de quitter la ville. Face à l'avancée des Ukrainiens, les Russes ont demandé aux civils d'évacuer Kherson. Ils laissent derrière eux une ville en proie au bombardement. C'est la traversée de tous les dangers. À bord, les visages sont fermés, peur d'être touchés par un tir. Sur l'autre rive, elle est plus éloignée du front, les ferries se succèdent avec à leur bord des centaines de passagers. Ils ont emporté ce qu'ils pouvaient. Sentiment de soulagement à l'arrivée. Parce qu'ici ça ne tire pas, là où nous allons ça ne tire pas. Avec parfois la dure prise de conscience d'avoir tout perdu. La voiture, toutes les affaires d'une ville, ne reste plus rien. Elle et sa famille en sont convaincus. Pour eux, c'est un voyage sans retour qui commence. La maison où ils ont passé leur vie a été bombardée. Si on n'a plus de maison, rentrez où? Notre maison a complètement brûlé, rentrez où? Comment vous dire? On ne sait plus de qui avoir peur. On a été sous la menace depuis 7 mois déjà. Où ils tirent, qui tire? Ceux qui ne savent pas où aller
sont pris en charge par les Russes. Ils contrôlent la zone. Tous sont citoyens ukrainiens, mais c'est bien vers la Russie qu'ils sont convoyés. Bien sûr, ma patrie, c'est l'Ukraine, mais ce départ est temporaire. Mais la majorité de ceux qui partent nous disent soutenir les Russes. Si Kherson est russe, alors on rentrera. Mais si c'est l'Ukraine, alors non. Tous les habitants à qui nous avons parlé nous ont dit qu'ils n'avaient pas été forcés par l'armée russe à quitter Kherson. Ils nous ont même dit qu'il y avait des habitants qui voulaient rester coûte que coûte dans la ville. Mesdames et messieurs, cette édition touche à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous dans quelques instants, le second prime de l'émission Viva Warrior. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.